va parler de la prévention des maladies mentales. Ça fait peut-être moins catastrophique vu de loin. Mais oui, en fait, oui, bien sûr. Hein, quand on regarde les statistiques objectives, donc le nombre d'années de vie perdues de qualité pour les différentes maladies, en particulier chez les jeunes, dans les pays occidentaux, ce sont les maladies mentales qui sont parmi les plus importantes. Alors, du coup, se pose la question de la prévention, comme on l'a vu pour les cancers. Et alors, il faut être honnête, on ne fait pas grand-chose aujourd'hui. Et donc, on pourrait se dire, parce que c'est une espèce de fatalité, les êtres humains ont des maladies mentales. Et alors, il y a des gens, c'est d'ailleurs une interrogation qu'il y a aujourd'hui. Il y a des chercheurs qui disent que beaucoup de maladies psychiatriques seraient en fait une condition nécessaire à l'humanité et à son développement. Si vous voyez, l'idée est qu'on a besoin de gens différents pour construire une société et qu'en fait, donc on a besoin d'une hétérogénéité phénotypique dans le fonctionnement psychique et que quand on pousse à l'extrême, ben ça pose des problèmes, mais on est obligé d'avoir, si vous voulez, si on a des distributions un peu normales, on est obligé d'accepter des codes de distribution pour avoir des gens différents. Donc il y a des gens qui disent ça, mais bon, au total, il y a des maladies et donc l'idéal serait quand même de les prévenir. Alors donc on pourrait dire oui mais ça va être difficile. En fait non, la réponse est simple. Ça serait en fait assez facile de prévenir beaucoup de maladies mentales. Il suffirait de lutter contre la violence intrafamiliale qui explique énormément de problèmes psychiatriques, autant chez les enfants que chez les adultes. Donc les agressions sexuelles faites aux enfants, la violence physique, que ça soit sur l'enfant ou que ça soit au sein du couple, alors que l'enfant voit ses parents en train de se battre. En général, c'est le mari qui bat la femme. Et en fait, on ne fait pas grand-chose contre ça. Alors, il y a une journée tous les ans, une journée contre les violences faites aux femmes, etc. Il semblerait que ça aille un peu mieux, mais quand même, regardez ce qu'on fait pour s'intéresser à la pollution de l'air, alors que finalement c'est peut-être pas aussi important que ça, et regardez ce qu'on fait sur les violences intrafamiliales, quand même ça emballe pas les foules. Et je trouve que c'est une vraie question à laquelle il faut réfléchir, c'est qu'il y a une résistance à ces histoires de prévention des maladies mentales, et en particulier à travers la prise en charge des violences intrafamiliales. Et alors, d'où viennent ces résistances? Si on prend les histoires de violences intrafamiliales, elles sont multiples. Hein. Si on prend les violences intrafamiliales, les résistances viennent en particulier du fait qu'on n'arrive pas à imaginer que des parents détestent leurs enfants. C'est si vous voulez, on considère, c'est un postulat que les petits-enfants sont mignons et que les gens les aiment en général et que quand on est parent, on aime l'enfant au carré et que quand on est la maman, on l'aime à la puissance 10, que c'est quelque chose de naturel et que voilà. Et donc, en fait, détester son enfant et lui faire du mal, c'est extrême, c'est de la folie. Alors on a quelques cas d'infanticide et tout ça, et donc on entend à la télé, mais on dit c'est complètement détraqué, ça va pas. Alors qu'en fait, il suffit d'être dans un avion pour un vol de nuit, et si vous avez un bébé qui rentre dans le cockpit, tous les gens angoissent à l'idée de se dire que le bébé va être assis à côté d'eux. Et il y a des cliniciens qui ont écrit des textes sur le fait qu'en fait, les jeunes mamans ont des mouvements de détestation et de haine par rapport à leur enfant, qui est un tabou,
D'ailleurs, on dit c'est un heureux événement. Vous savez, on félicite la maman, bravo. Alors profitez-en bien, ce qui est vrai. Hein, c'est un moment, mais c'est un moment extraordinairement difficile. Pourquoi? Ben parce que déjà l'accouchement est un moment extraordinairement difficile qui abîme le corps de la femme. Faut être honnête. Hein. Et puis l'allaitement n'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. Que l'enfant, par moment, refuse de manger. Donc la maman veut lui donner à manger, l'enfant le refuse, et puis la tante arrive, elle le prend, elle lui donne à manger, il accepte tout de suite. Hein. Et donc, et voilà, etc. Donc les cliniciens ont décliné comme ça toutes les raisons qui font que une maman peut détester son enfant. C'est juste la réalité. Et voilà, et c'est un tabou. Alors pourquoi c'est un tabou? D'ailleurs, on a même étudié, hein, on a étudié le fait qu'une jeune maman, ça a été fait à l'hôpital Necker il n'y a pas longtemps, on a un instrument qui permet de mesurer le fait que la jeune maman ait conscience de ses émotions négatives par rapport à son enfant ou pas. Et quand elle n'en a pas conscience, eh bien, en général, ça se passe un peu plus mal après. Donc tout ça est étudié, mais ça passe pas dans la société. Alors pourquoi? Je pense que c'est parce que c'est. Alors d'abord, c'est une pensée psychanalytique et qu'aujourd'hui, que la pensée psychanalytique est has-been et est considérée comme un peu médiévale. Et que l'autre point qui est en lien avec celui-là, c'est que c'est une atteinte à la rationalité du sujet. C'est que on aime les enfants, donc on peut pas les détester en même temps, puisque c'est une atteinte au principe de non-contradiction. Alors que la réalité de l'existence, c'est que des gens qui s'aiment beaucoup, souvent se tapent pas forcément dessus, mais peuvent le penser, qu'ils auraient envie de se taper dessus. Ils le font pas parce qu'ils sont pas impulsifs, mais ça leur traverse la tête régulièrement. Voilà. Et donc, effectivement, il y a le principe de rationalité ne s'applique pas comme ça directement aux êtres humains. C'est juste une réalité psychologique. Et de ce fait, eh bien, effectivement, et vous savez hein, que la majorité des meurtres se passent dans une même famille, et que la majorité des viols relèvent de l'inceste au sens plus ou moins large. Et donc, en fait, la violence intrafamiliale, les violences sexuelles, souvent relèvent de gens qui s'aiment. Et donc cette irrationalité n'est pas juste un épiphénomène, elle est vraiment un problème presque de santé publique aussi. Presque de santé publique aussi. Donc ça explique une partie de la question, mais ça n'explique sûrement pas tout. Il y a aussi un autre phénomène, c'est que pour beaucoup de personnes, vous voyez, quand on dit prévention des maladies mentales, eh bien en fait, mes maladies mentales, il y a mental dedans, mais mental c'est quoi? Alors bon, on ne sait pas trop, mais ce qu'on sait au moins, c'est que c'est impalpable. Le mental, c'est impalpable. Et donc une maladie de l'impalpable n'est pas vraiment une maladie, une vraie maladie. Et donc prévenir une maladie qui n'est pas vraiment une maladie, c'est une espèce d'oxymore, quoi, hein, d'aporie. On ne peut pas prévenir quelque chose qui n'existe en fait que dans un imaginaire. Et du coup, il y a même une suspicion sur les gens qui voudraient prévenir les maladies mentales, une suspicion avec deux déclinaisons. La première, c'est que finalement, ces gens-là seraient un peu des hygiénistes du comportement. C'est que si on veut prévenir les maladies mentales, on va agir sur le comportement des gens et sur quelque chose en plus d'imaginaire. Donc encore le comportement qui est le tabac, l'alcool, etc., on va dire ok, mais il y a un risque quand même de normer, c'est-à-dire qu'il y a un vrai risque, hein, de normer une société pour quelque chose qui est impalpable et qui n'existe pas. Ça c'est le premier point. Et puis le deuxième, c'est que il y a des gens qui proposent de prévenir les maladies mentales en les dépistant en anténatal, par exemple de faire de la génétique de l'autisme in utero et de faire des interruptions thérapeutiques de grossesse. Et du coup, il y a des gens qui disent « Oui, mais attention, là, c'est encore pire
c'est que on va faire de la prévention en faisant des interruptions de grossesse, qui quand même posent un problème éthique quelque part, sur quelque chose qui est une maladie mentale et qui n'a peut-être pas de réalité matérielle. Alors, je dis ça, bien sûr, je ne le pense pas du tout, hein, mais ça infiltre la pensée quand même. La question se pose, peut-être. Hein, et donc, du coup, quand on mélange les deux, ben, il y a des gens qui sont très réticents à cette question de la prévention de la maladie mentale. Alors, le problème, c'est qu'ils ont à moitié raison. C'est ça le problème. C'est que on peut dire, ah mais ils ont tort, les maladies mentales existent, bien sûr, il suffit de les voir. D'ailleurs, l'OMS a calculé combien d'années de vie de qualité ça perdait, donc c'est une réalité. En plus, on peut les prévenir, éventuellement par des interruptions thérapeutiques de grossesse, il faut y réfléchir, mais pourquoi pas, donc il faut le faire. Mais le problème, c'est que quand on dit ça, on a peut-être un peu tort. Peut-être un peu tort, c'est-à-dire qu'on n'aborde pas complètement le problème et les gens le sentent, et comme les gens le sentent, eh ben, ils ne vous croient pas. Et du coup, quand on a un discours comme ça de santé publique sur la prévention des maladies mentales, les gens ne vous croient pas, donc ça ne marche pas, et les gens ont à moitié tort et à moitié raison. Et donc il faut travailler avec le à moitié raison pour essayer de voir finalement où se situe le problème, pour pouvoir après être efficace dans la prévention des maladies mentales. Et donc je vous propose de réfléchir dans ce quart d'heure ou dans ces 20 minutes qui restent à finalement où se posent les vrais problèmes. Les vrais problèmes sont dans le vocabulaire. Par exemple, maladie mentale, qu'est-ce que c'est? D'abord, est-ce que ça existe? Et vous voyez, même chez les psychiatres, le mot maladie souvent pose problème. D'ailleurs, dans la nomenclature américaine, on parle de trouble. On hésite à dire maladie parce que, d'ailleurs, on va voir pourquoi. Et donc, je vous propose de réfléchir sur les mots et vous allez voir en fait que derrière tous ces mots qu'on utilise, santé mentale. Souvent, à la place de psychiatrie, on parle de santé mentale parce que ça fait moins peur. Mais du coup, la prévention en santé mentale, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? La prévention en psychiatrie, la prévention des maladies mentales, mais est-ce qu'elles existent? Et les malades mentaux, finalement, c'est quoi? Et les fous, alors, est-ce que ce sont des malades mentaux aussi? Vous voyez, vous avez plein de mots, et comme on ne sait pas de quoi on parle, ben, si on veut agir dessus, il faut faire attention. Il faut faire attention. Alors, le premier point, c'est, on est dans une faculté de médecine, donc il y a de la psychiatrie. Quel est l'objet de la psychiatrie? Et là, il y a une première ambiguïté, c'est que si on fait un sondage dans la rue, les gens vont dire, les psychiatres soignent les fous. C'est ce que tout le monde pense. Et en fait, vous allez dans la salle d'attente d'un psychiatre en ville, vous ne verrez aucun fou. Ce sera comme la salle d'attente d'un comptable ou d'un avocat. Vous pouvez vous asseoir. Si on fait l'expérience en aveugle, vous discuterez avec les patients, on voit absolument rien. Absolument rien. Et alors ça c'est vrai en psychiatrie pour adultes. Alors en psychiatrie pour enfants, la question est encore plus compliquée puisque soigner des enfants fous, qu'est-ce qu'un enfant fou? Oui, quelle est la définition de la folie? Quand on regarde dans les dictionnaires de l'académie, c'est quelqu'un qui est irrationnel. Mais alors un enfant irrationnel, c'est un enfant qui croit au Père Noël. Et donc, puisque le Père Noël n'existe pas, et donc y croire, ce n'est pas rationnel. Et donc voilà, et donc du coup, la folie n'existe pas chez l'enfant. Du coup, la psychiatrie ne peut pas exister chez les enfants, puisque la folie n'existe pas chez l'enfant. Vous voyez déjà comment si on fait pas attention, et d'ailleurs, il y a plein de gens qui considèrent que la psychiatrie ne devrait pas exister chez les enfants. Donc non, l'objet de la psychiatrie n'est pas de soigner la folie. Alors, du coup, quel est l'objet de la psychiatrie? Eh bien, en fait, historiquement, c'est un peu compliqué. C'est que, étymologiquement, psychiatrie, c'est soigner les maladies de l'âme. Mais donc, du coup, vous voyez, ça sous-entend qu'on considère qu'on a une âme. Or, la question ne va pas de soi. Et alors, j'allais dire, ça ne va pas de soi dans toutes les cultures.
c'est vrai dans une large mesure, encore que c'est exagéré. D'abord, aujourd'hui, la psychiatrie existe dans tous les pays du monde. Il y a des psychiatres dans tous les pays du monde. Alors vous savez, on dit l'âme et le corps, le dualisme, c'est de la pensée occidentale, etc. C'est un peu vrai, mais pas complètement quand même. Vous voyez, par exemple, au Japon, il y a quelque chose, quand on parle de conscience de soi, qui a à voir avec l'âme, hein, et chez l'homme, au Japon, il n'y a pas vraiment la notion de conscience de soi, mais il y a la question de révélation de soi. On considère que vers l'âge de 11, 12, 13 ans, le jeune enfant a une révélation de lui-même. Il n'a pas conscience de lui-même, mais il a une révélation qu'il est un sujet pensant. Donc vous voyez, on n'a pas forcément la même façon de voir les choses dans les cultures, mais il y a quand même cette histoire d'existence d'une âme. Alors c'est vrai qu'il y a des cultures où il y a une continuité. Il y a une continuité, c'est-à-dire qu'il y a une âme, les arbres ont une âme, les cailloux ont une âme, et que nous faisons partie d'un tout. Ça existe. Mais donc le fait que cette histoire de dualisme corps-esprit n'est pas que occidentale, mais c'est vrai que quand c'est chez les Grecs, hein, la Grèce classique qu'on a, parce que c'est un peu gravé dans le marbre, et c'est là aussi que notre médecine occidentale a commencé à se construire. Puisqu'avant la Grèce, on avait une médecine où il y avait de la magie, et c'est à partir d'Hippocrate que, par exemple, l'épilepsie n'est pas une punition divine, et que, du coup, c'est quelque chose qu'il faut soigner. Et donc, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose, et là, effectivement, il y a eu une espèce de Yalta médicale, et que Hippocrate, il dit, par exemple, que l'âme appartient au philosophe et le corps au médecin. Voilà, c'est-à-dire que, et c'est pas complètement faux, il faut comprendre pourquoi, hein, c'est que, vous savez, on dit que les sophistes étaient les premiers psychothérapeutes. Ils se faisaient payer pour parler à des gens pour qu'ils aillent mieux. Et vous savez, les stoïciens, il y a en fait, le stoïcisme peut être considéré comme une forme de psychothérapie, hein, de gestion de l'anxiété. Et, vous voyez, c'est-à-dire, ça ne sert à rien de se faire du tracas pour des choses contre lesquelles on ne peut rien. Ces stoïciens, c'est une espèce de thérapie cognitivo-comportementale, hein. Ça ne sert à rien. Vous vous inquiétez de quelque chose. Ben oui, un astéroïde peut heurter la Terre. Non, vous savez, enfin peut-être, mais en tout cas, ça ne sert à rien de s'en inquiéter, puisque s'il est gros, vous ne pouvez... Donc, vous voyez, c'est typiquement de stoïcien, et c'est typiquement d'une approche de thérapie cognitive de l'anxiété. Donc on voit déjà qu'il y a en germe, que les philosophes, ils ont en germe, quelque part, qu'il y a un soin de la souffrance psychique. Et Hippocrate, lui, il constate qu'en fait, il ne peut pas beaucoup plus. Parce que les médecins, bien sûr, soignent aussi en parlant. Mais ils donnent des remèdes. Et que les remèdes qu'Hippocrate donnait pour les problèmes mentaux, alors il donnait des trucs. Le truc efficace qu'ils avaient, c'était l'opium, qui est un psychotrope, avec des effets indésirables. Mais après, ils avaient des trucs, ils donnaient des lavements, du lait d'ânesse, etc. Et il avait conscience... D'ailleurs, il disait quand il traite de la dépression, Hippocrate, il dit quand elle est bien traitée, elle guérit avec le temps. Quand elle est maltraitée, elle ne guérit pas. Donc c'était quand même très humble. Donc il dit que l'âme c'est pour le philosophe. Mais vous voyez, il y a là aussi il y a une ambiguïté. C'est que là, il y a une maladie mentale qui s'appelle la manie, qui existait déjà chez les Grecs. Et là, elle pose problème. Alors, c'est un état d'agitation extrême qui fait très peur, qui peut correspondre. Alors aujourd'hui, c'est une catégorie de trouble mental très particulier, mais à l'époque, ça pouvait être une bouffée délirante aiguë, ça pouvait même être le début d'une tumeur au cerveau qui donnait un état d'agitation. Eux, ils ne faisaient pas la différence. Mais le mot manie existait, et là, quand même, les médecins disaient « Ah oui, mais ça n'est pas une maladie de l'âme, la manie, parce qu'aucun philosophe n'a jamais réussi à la guérir. »
Et en fait, c'est vrai que vous pouvez toujours parler à quelqu'un qui fait un accès maniaque, ça ne va pas marcher. Ça marche un peu, hein, mais pas beaucoup. Et effectivement, il vaut mieux utiliser un psychotrope. Donc on voit, il y a, vous voyez, il y a depuis les Grecs une césure entre les maladies de l'âme et les maladies du corps, parce qu'on a une pensée dualiste, parce que dans l'expérience de la vie, on a l'expérience d'avoir une vie psychique d'un côté et l'expérience d'avoir un corps de l'autre côté. C'est une réalité, c'est de l'expérience de la vie. Et donc parfois, on se rend bien compte qu'on souffre dans son corps, et parfois, on souffre dans son esprit. Par exemple, dans une rupture sentimentale, eh bien, on va souffrir pas dans son corps. Alors, néanmoins, les gens vont dire « Ah, mais attention, alors, c'est plus compliqué que ça. » C'est vrai, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, quand on est anxieux, hein, il y a un chien qui arrive, on a peur, on va respirer vite, on va transpirer, on va avoir une sensation de striction dans la poitrine. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans notre corps, mais la peur est quand même quelque chose qui est à l'intérieur de nous en tant que sujet pensant. Avant tout, il y a une contiguïté entre, qui est décrite par les philosophes, et d'ailleurs qui interroge tous les philosophes depuis le début de la philosophie, c'est qu'on a bien l'impression de vivre avec un esprit et d'avoir un corps, d'ailleurs un corps dont on ignore beaucoup de choses, hein, puisque finalement il est nous, mais on ne le voit jamais à l'intérieur, on ne voit jamais nos reins, on ne voit jamais notre cœur, on ne voit jamais notre cerveau, on sait qu'ils sont là parce qu'on l'apprend à l'école, mais nous, sujets pensants, on est séparés de notre corps, mais il y a une solution de contiguïté. Et donc, les médecins ont constaté, et donc nous constatons dans notre vie, que parfois nous souffrons en tant que sujet pensant, et parfois nous souffrons avec une souffrance projetée sur notre corps. Et en fait, la psychiatrie s'occupe de la souffrance du sujet en tant que sujet pensant. Et donc, parce qu'il y a des maladies, alors là vous voyez, je prononce le mot maladie, pour l'instant je ne parlais que de cette discipline de soins qu'est la psychiatrie, qui s'occupe des malades psychiatriques, c'est-à-dire des sujets souffrants en tant que sujets pensants. Et ça en fait, vous voyez, ça ne pose pas de problème pratique. C'est-à-dire, encore une fois, même si épistémologiquement le problème est compliqué, même si on n'arrive pas vraiment à décoller le corps de l'esprit, en fait, les gens s'en rendent compte. Vous voyez, quand nos patients, quand ils viennent nous voir, eh bien, ils savent que c'est psychiatrique. Ils savent que c'est pas une maladie du corps, c'est pas une grippe, c'est pas une polyarthrite rhumatoïde. C'est psychiatrique parce qu'ils sentent que c'est eux en tant que sujet pensant. Voilà, c'est. Alors ça marche 9 fois sur 10, qui en médecine est bien. Parce que bien sûr, il y a des formes compliquées, hein, il y a des maladies somatiques qui peuvent avoir des symptômes psychiques. Encore une fois, il y a une contiguïté compliquée. Mais la base, en fait, est assez simple. Et elle est assez consensuelle en fonction des pays, contrairement à ce qu'on pense. Donc ça, c'est la psychiatrie, le malade psychiatrique. Alors après, la maladie, c'est, vous savez, une maladie, en fait, il suffit d'en venir aux définitions. Ce qui est marqué dans les livres, c'est que une maladie, c'est un syndrome, c'est-à-dire une association de symptômes qui a une étiologie, c'est-à-dire où on peut trouver une cause à cette maladie et qui permet de déterminer un pronostic et une thérapeutique. C'est ce qui est marqué dans les livres. Alors en fait, beaucoup de maladies en médecine n'ont pas d'étiologie ou quasiment pas. Par exemple, une leucémie aiguë, lymphoblastique, personne ne peut dire que ce n'est pas une maladie. C'est une maladie. Quand on dit que j'ai une leucémie, j'ai une maladie, on ne peut pas dire le contraire. Mais quelle est l'étiologie? À cause de quoi? On ne sait pas. On ne sait pas la cause des leucémies, l'exposition au benzène, etc. Mais la fraction de risque attribuable, elle est toute petite. C'est pas de chance, en fait. Hein. On n'a pas de chance. Et
Et donc, il y a dans l'imaginaire que les maladies physiques, on connaît leur cause, et que les maladies mentales, on ne connaît pas leur cause, donc du coup, ce n'est pas des maladies. Mais ce n'est pas vrai. Là aussi, c'est curieux, c'est une idée reçue. Beaucoup de maladies... En fait, on pense toujours, quand on pense maladie, implicitement, on pense maladie infectieuse. Vous voyez, où historiquement, on a eu des causes, entre guillemets, et d'ailleurs, vous voyez, même les maladies infectieuses, vous voyez à quel point on se trompe, même les maladies infectieuses, on ne peut pas vraiment parler de cause, mais plutôt de conditions nécessaires. Puisque, si on demande à un médecin quelle est la cause de la tuberculose, il va dire ben, c'est le bacille de Koch. Mais en fait, il y a une vulnérabilité génétique à la tuberculose, et puis le niveau socio-économique est un facteur de risque de tuberculose. Donc, on ne peut pas dire que la cause de la tuberculose ne soit que le bacille de Koch. En fait, c'est compliqué. Mais c'est une condition nécessaire. Sans bacille de Koch, on n'a pas de tuberculose. Et c'est important pour le soin, parce que du coup, quand on agit sur le bacille de Koch, il n'y a plus la maladie. Donc, on est guéri. Alors, ça, c'est pour les maladies infectieuses. C'est un cas très particulier. Pour l'immense majorité des autres maladies, on n'a pas comme ça de conditions nécessaires. Pourquoi on fait un infarctus? Il n'y a pas de conditions nécessaires absolues pour faire un infarctus du myocarde. Il y a des facteurs de risque, pas de conditions nécessaires. Et puis, donc, dans la leucémie aiguë, eh ben, l'étiologie, on n'en sait pas grand-chose. Alors que les maladies psychiatriques, on a des étiologies, alors, qui sont, comme je vous le disais, beaucoup d'explications, enfin une explication à beaucoup de maladies mentales, c'est la violence intrafamiliale. Alors vous me direz, mais c'est pas un mécanisme biologique? Ben oui, mais comme ce sont des maladies de l'âme, pourquoi voudriez-vous que les explications ne soient que biologiques, la biologie étant la discipline scientifique qui s'occupe du corps vivant? Vous voyez là aussi le décalage entre... Ben, si on considère qu'on a un esprit, que cet esprit peut souffrir et qu'on veut prévenir ces maladies mentales, pourquoi doit-on parler sans arrêt de mécanismes biologiques qui pourraient les expliquer? Alors, l'autre fait, c'est que néanmoins, donc il y a des origines qui sont environnementales, mais on peut aussi s'intéresser au cerveau, puisque il y a une proximité très grande entre le cerveau et l'expérience de la pensée. D'ailleurs, là aussi, c'est intéressant de voir comment dans l'Antiquité, on s'est rendu compte que c'était dans le cerveau, c'était le cerveau qui sécrétait la pensée, pour le dire vite. C'est un des grands médecins qui a étayé ça, c'est Galien, qui soignait des gladiateurs. Et il constatait que, parce qu'il y avait quand même l'idée que le cœur aurait pu être la source de la pensée. Puisque quand on a des émotions, le cœur bat plus ou moins vite. Et Galien a dit, ben non, quand un gladiateur prend un coup dans la poitrine, en fait, il peut en mourir, mais quand il en réchappe, ça ne lui donne pas de séquelles cognitives. Alors que quand il prend un gros coup sur la tête, s'il en réchappe, il peut avoir des séquelles cognitives. Donc il y a une proximité entre le cerveau et la pensée, et on peut comprendre les maladies mentales en étudiant le cerveau. Il y a des mégatonnes de travaux scientifiques là-dessus qui montrent que, effectivement, l'histoire de sérotonine, de dopamine sont associées à des troubles psychiatriques. C'est beaucoup moins clair que ça, hein, mais c'est pas beaucoup moins clair que l'étiologie de la leucémie aiguë lymphoblastique. Donc on a des syndromes liés aux maladies. Enfin, quand un malade psychiatrique vient nous voir, on a des tableaux cliniques qui existent depuis très longtemps. La description de la dépression par Hippocrate est très proche de celle qu'on a aujourd'hui. On a des petits bouts d'étiologie, pas beaucoup moins que les autres disciplines médicales, et on a un pronostic et un traitement. Et donc, on peut parler de maladie mentale sans hésiter. Il faut être décomplexé à ce sujet. Alors, donc maladie mentale, après santé mentale. Alors là, c'est le gros quiproquo
qui va poser un problème en pratique pour faire de la santé publique et de la prévention. Je suis sûr, peut-être que certains d'entre vous connaissent la définition de la santé, hein, qu'on entend beaucoup, un état de bien-être psychique, physique et social. Mais la définition de la santé mentale, elle est en général moins connue. Donc ça, c'est la définition de la santé que je viens de donner, c'est celle de l'OMS. Et c'est très intéressant de voir qu'en fait, pendant longtemps, c'était pas ça la définition de la santé. Pendant longtemps, la définition de la santé, c'était la vie dans le silence des organes. C'est-à-dire, on est en bonne santé quand on ne sent pas qu'on a un corps, quoi. Ce qui est assez du bon sens. C'est-à-dire que je suis en bonne santé quand je vais bien, quoi. C'est-à-dire, je ne me sens pas vivre, je bouge, je vis. Et d'ailleurs, donc cette définition de l'OMS, hein, elle arrive en 1946. Et on ne sait pas pourquoi il y a eu ce décrochage très fort entre finalement la santé d'avant qui était le silence des organes, donc l'absence de souffrance, en un truc complètement différent qui est le bien-être, c'est-à-dire le bonheur. Alors il y a des gens qui disent que c'est après la Seconde Guerre mondiale et que donc il y a un élan important dans nos sociétés où on a le droit de revendiquer le bonheur des gens. C'est-à-dire les citoyens ont le droit de revendiquer le bonheur, ce qui est complètement fou philosophiquement, hein, puisque vous savez qu'il n'y a pas de définition du bonheur. Et donc du coup ça va poser un problème pour la santé, c'est que si la santé c'est un état de bien-être et qu'on ne sait pas en fait définir ce que c'est que le bien-être, du coup, alors, comment peut-on être en bonne santé? J'avais même un collègue qui disait « état de bien-être total, physique, social et psychique, c'est juste après un orgasme ou un shoot d'héroïne. » Et que c'est tellement... et que c'est insupportable, en fait. Imaginez que vous soyez dans cet état, ça va 10 secondes, au-delà de 10 secondes, c'est insupportable. Ce qui n'est pas complètement ridicule. C'est pas ridicule. Donc on voit bien qu'il y a cette histoire-là, mais alors ça a des répercussions sur la santé publique. Hein. Là, l'OMS, enfin l'Ukraine a demandé à l'OMS un plan d'action sur la santé mentale. Et donc ça commence par, donc il y a 15 pages, et le premier paragraphe c'est « Les Ukrainiens ont droit au bonheur ». Et après, il y a l'inclusion, tout le baratin de la santé mentale, dans un pays qui est en guerre, avec des syndromes de stress post-traumatique partout, avec un système de santé post-soviétique où il y a des gens corrompus, enfin un truc qui est une catastrophe, pays que j'ai visité pas mal dans ces derniers temps, où il y a des problèmes de médecine et d'accès aux soins, et de droit au bonheur, vous voyez le décalage entre... et qui vient sûrement de choses idéologiques. Mais alors la santé mentale là-dedans, alors voilà la définition de la santé mentale par l'OMS. Alors c'est état de bien-être, là aussi, mais c'est dans lequel la personne peut se réaliser, alors ça c'est important, se réaliser, et ça c'est moderne si vous voulez. Un sujet n'existe vraiment dans nos sociétés que s'il se réalise. On va y revenir dessus parce que du coup, qu'est-ce que ça a à voir avec la médecine, hein? Surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de la communauté. Alors c'est curieux de voir qu'en fait la santé mentale, en gros, ça participe au CAC 40, quoi. Hein. Et donc on comprend, vous voyez, moi je comprends, alors ça on le sait pas, mais ça infiltre la société. On a un discours de santé mentale, on a un discours de réalisation de soi, on a un discours, faut être performant. Vous voyez, il y a ce discours qui est un peu partout. Et du coup, moi, je comprends que si on dit on va faire de la prévention pour améliorer la santé mentale, les gens se disent « Ouais, mais attention, alors
on est en train de partir dans des directions qui sont un peu complètement folles, quoi, hein. C'est-à-dire, on va conditionner, et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'ont fait nos enfants, c'est pas seulement à ne pas avoir de maladie, c'est à se réaliser, pourquoi pas, mais l'injonction à se réaliser, c'est lourd à porter, hein. Beaucoup de problèmes qu'ont nos adolescents, c'est le fait qu'ils doivent être quelqu'un, et que c'est beaucoup plus facile d'être quelqu'un dans un jeu vidéo qu'à l'école et dans la vraie vie. Et donc, du coup, il y en a plein qui jouent beaucoup aux jeux vidéo parce qu'ils sont forts dans les jeux vidéo, et voilà. Hein, ils sont premiers, etc. Et donc, et accomplir un travail productif, ben voilà, c'est peut-être pas l'objectif d'une vie et tout ça. Et donc, quand nous on arrive et qu'on dit, ben voilà, on va se lancer dans une action de prévention des maladies mentales, les gens ont peur. Les gens ont peur parce qu'il y a un flou sémantique. Et donc, du coup, pour conclure là-dessus, si vous voulez, il faut du coup clarifier les choses. C'est que, ben, on l'a vu tout à l'heure, il y a des gens qui souffrent quand ils sont en tant que sujet pensant. Alors, parfois c'est un peu, c'est comme quand vous vous donnez un coup de marteau sur le doigt, ben, vous avez un hématome, on peut dire stricto sensu que c'est un problème médical, hein, c'est une hémorragie, voilà, et donc il s'est passé quelque chose dans votre corps qui n'est pas normal, mais bon, ça fait mal, mais ça va passer tout seul. Si vous avez très mal, vous prendrez un Doliprane. En fait, ça aura un effet placebo essentiellement, mais pourquoi pas? Et puis voilà. Et de la même façon, dans la vie de tous les jours, eh bien, vous pouvez avoir une tension dans votre environnement, à votre travail, etc. C'est dur, vous avez du mal à dormir, donc vous sentez que ça va mal, mais vous sentez que ça va passer. Et que, voilà, et que d'ailleurs vous allez éventuellement prendre une semaine de vacances, et puis voilà. Hein. Donc dans la vie, il y a des moments où ça fait mal dans le corps, ça fait mal dans l'esprit, mais ça passe. Et puis, il y a des moments où c'est trop. Quand on peut avoir une petite grippe, bon, on va travailler quand même, on fait attention à ne pas serrer la main des collègues, et puis ça passe. Et puis il y a un jour, vous avez la grippe, vous ne pouvez plus vous lever de votre lit. Hein, donc ce jour-là, vous êtes malade, vous avez une grippe, et en général, on demande de l'aide à un médecin qui va vous donner, qui va compatir avec vous et vous donner 2 ou 3 bricoles pour la grippe. Ce n'est pas forcément indispensable, mais ça va vous aider à surmonter cette difficulté. Et donc c'est ça la définition du malade, c'est quand on est en souffrance et qu'il y a une rupture dans notre existence qui fait qu'on a besoin d'aide. Et donc ça peut être dans le corps, ça peut être dans l'esprit. Et donc ça relève de la médecine. Et quand on est dans ce cas-là, on a une maladie, ça, le médecin dit, ah ben vous avez une maladie, et on peut avoir une maladie psychiatrique, mentale, ça existe, et on peut le prévenir. Et donc on peut faire de la prévention des maladies mentales, comme on fait la prévention de l'infarctus du myocarde ou du cancer du poumon. Et d'ailleurs, l'alcool, la prévention de l'alcoolisme permet de prévenir les maladies mentales, comme ça permet de prévenir le cancer du foie. Donc on se retrouve. Et donc oui, il n'y a pas de souci, on peut et on doit faire de la prévention des maladies mentales, et la prévention de la violence intrafamiliale en fait partie. Donc ça, c'est un point qui doit être dit de façon simple et claire. Et puis après, il y a tout le reste qui est la santé mentale, la réalisation de soi, les malheurs de l'existence, mais qui ne relèvent pas de la médecine, qui relèvent de la vie en société, qui relèvent de la politique. Et ça n'est pas de la prévention de maladies mentales, c'est autre chose. Et en particulier, ça ne relève pas du médecin. Et ça, c'est important parce qu'on a des médecins aujourd'hui, en particulier des psychiatres, et à la demande même des médias et de la société, hein, qui prennent position sur, par exemple, la garde alternée. Est-ce que c'est bien pour les enfants ou est-ce que c'est pas bien? Eh bien, et d'ailleurs, c'est une vraie question. Hein, c'est une vraie question. Est-ce que la garde alternée, c'est bien? Puisque quand des parents se séparent, certes, il y a le droit du papa,
mais qu'il y a quand même le devenir de l'enfant qui compte avant tout. Et la question se pose, est-ce que le droit du papa doit passer devant l'épanouissement de l'enfant? Mais ce n'est pas une question médicale, c'est une question de la prise en charge des enfants dans une société. Et alors, un médecin qui a une expérience du soin des enfants peut dire « je pense que ça n'a pas tellement d'importance » ou « je pense que il faut faire attention au cas par cas » ou « je pense que la garde alternée n'est pas une bonne idée ». Mais le risque, c'est qu'on l'écoute en tant que médecin. Or, vous savez que dans notre société, un médecin a une position d'autorité qui y est donnée parce que, par moment, quand on est malade, on fait des bêtises, on est irrationnel, et donc on donne au médecin la possibilité de dire « vous savez, là vous déconnez, vous vous prenez pas en charge, il faut faire gaffe, on va faire comme ça, et puis c'est comme ça ». On accepte ça. Alors, il y a des tensions, hein, c'est pas, il faut faire attention, mais c'est comme ça que ça se passe. Le discours médical est socialement un discours d'autorité, quelque part. Et donc le risque avec la prévention des maladies mentales, c'est que le discours d'autorité médicale autour de ce discours de prévention se transporte sur un discours d'autorité qui relève en fait d'un discours politique, pour lequel il n'a pas de légitimité. Et je pense que si l'on veut que la prévention des maladies mentales soit efficace, il faut clairement tracer cette limite et que les médecins n'investissent pas le champ du politique, parce que ce n'est pas leur rôle. Voilà. Mais on peut en discuter. J'en serais ravi.